Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et les informations qui ont retenu notre attention pour la région, suivi d'une entrevue avec Mme Désirée Dzamba, conseillère au développement durable à la CCIVR sur le lancement de la campagne Pour un avenir vert. On discute avec Mme Sophie Théouis, co-directrice générale aux sources du bassin de Chambly, du nouveau projet d'envergure, le pavillon alimentaire. On se rend à Mont-Saint-Hilaire pour assister au tournoi provincial de l'Association de ringuettes Vallée du Richelieu pour discuter du sport. Finalement, on reçoit Mme Catherine Lucier-Cardinal du Centre de services scolaires des Patriotes pour discuter du programme d'insertion professionnelle pour les nouveaux enseignants avec moins de 5 ans d'expérience. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR9. Le jeune barreau de Montréal est fier de lancer sa 42e édition de la clinique juridique téléphonique les 20 et 21 avril prochains. Le temps d'une fin de semaine, avocats et notaires se mobiliseront pour offrir des conseils juridiques gratuits par téléphone à la population de partout au Québec, dont ceux de la vallée du Richelieu. Qu'il s'agisse donc de préoccupations liées à la famille, à la consommation de biens, au travail, à la gestion du patrimoine, aux conflits en matière de logement ou des interrogations en immigration, les juristes bénévoles mettent leur expertise à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. L'an dernier, ce sont près de 4000 appels de citoyens qui ont été reçus et traités dans le cadre de cette initiative. Donc, on vous le rappelle, la clinique juridique aura lieu les 20 et 21 avril de 9h à 16h et vous pouvez appeler au numéro qui apparaît au bas de l'écran. La ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite informer ses citoyens que les travaux de prolongement de la rue Marcoux débuteront sous peu. Les travaux d'infrastructure se dérouleront donc dès le début du mois de mai prochain et auront une durée approximative de 9 semaines. Des étapes subséquentes se tiendront également en 2025 et 2026. Rappelons que les coûts liés aux infrastructures de ce projet, dont l'aqueduc, les égouts et le prolongement de la rue, seront assumés entièrement par le promoteur. La Ville de Chambly est fière d'annoncer qu'elle a reçu une aide financière de 14 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux afin de soutenir la réalisation d'une politique municipale et d'un plan d'action dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés. Le député Joël Arsenault, porte-parole du Parti québécois en environnement, a déposé une motion à l'Assemblée nationale au sujet de la protection de la rivière Richelieu dans le dossier Nordvolt. La motion a été adoptée et engage la parole du gouvernement. La motion de l'élu péquiste demandait à la CAQ et aux députés concernés de garantir que les travaux et les opérations de l'usine de Nordvolt ne présentent aucun risque pour la biodiversité de la rivière Richelieu. Rappelons que la CAQ a refusé de soumettre au Bureau d'audience publique en environnement le projet en dépit de l'opinion des fonctionnaires du ministère de l'Environnement ainsi que de nombreux scientifiques et experts. Le gouvernement a voté en faveur de la motion. Le parti talonnera donc la CAQ et plus particulièrement les élus concernés afin qu'ils respectent leur engagement. C'était vos actualités TVR9. Désirée Nzamba, vous êtes conseillère au développement durable à la CCIVR et c'est un tout nouveau mandat, donc ça fait 5 mois que vous êtes en poste et vous êtes mandatée pour mettre en œuvre cette nouvelle campagne qui est la campagne Pour un avenir vert. En quoi ça consiste exactement? Merci. Donc, dans le fond, la campagne pour un avenir vert consiste à accompagner les entreprises, les commerçants du secteur prioritairement de la restauration, hôtellerie et tourisme à prendre action pour réduire l'utilisation des articles à usage unique. C'est vraiment un enjeu d'actualité parce que je ne sais pas si vous êtes au courant là, mais les articles à usage unique représentent quand même moins de 10%. Ils sont recyclés à moins de 10% au niveau du Canada. Fait que cette action va vraiment amener à réduire à la source la distribution de ce type d'articles-là et puis empêcher et réduire aussi le gaspillage des ressources dans le fond. Oui, donc c'est vraiment un enjeu, vous l'avez dit, 10% seulement qui est recyclé. Comment est-ce que la CCIVR va accompagner les entreprises qui voudraient prendre un virage vert? Bien là, déjà, ils auront une ressource professionnelle sur laquelle ils pourront compter, qui pourront faire cette analyse-là. Puisqu'on sait qu'en environnement et en consommation plus responsable, il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire, mais on ne sait pas forcément comment commencer. Fait que moi, je vais vraiment me rapprocher d'eux, aller à leur contact et puis voir c'est quoi leurs défis, c'est quoi leur utilisation des articles à usage unique,
qu'est-ce qui les empêche de mettre en place quelque chose et puis de trouver une solution concrète à leurs problèmes, en fait, au final. Et là, vous avez commencé à faire du porte-à-porte, à aller rencontrer les commerçants. Ça ressemble à quoi leur réponse jusqu'à maintenant? Mitigé quand même. Il y a des gens qui sont partants, qui sont comme ah ouais, j'avais déjà cette idée-là, je suis bien contente de pouvoir compter sur une ressource gratuite qui va pouvoir m'accompagner. Et la majorité, c'est comme qu'est-ce que ça va me prendre comme effort? Est-ce que ça va me prendre du temps? Est-ce que ça va me prendre de l'argent? Fait que c'est un peu réticent. Il y a une partie qui est quand même réticente par rapport à ça. Mais sinon, pas mal 10% des personnes veulent embarquer dans le projet quand même, ce qui est un bon nombre. Oui, puis on s'entend qu'il ne manque pas de commerce dans la région. Donc, vous avez le désir d'accompagner 60 entreprises et c'est un programme sur combien d'années? C'est un programme, dans le fond, sur une année. On le lance sur une année. Le financement qu'on reçoit, c'est sur une année, là, mais comme c'est un poste permanent, et en plus, nous, la CCI Vera, on veut devenir un acteur de transition écologique. Fait que c'est sûr qu'on va continuer à accompagner les entreprises de la région, même après les 1 an, qui sont les 1 an de Recycle Québec. Mais donc, des commerçants qui voudraient prendre part à ce mouvement-là, qui voudraient faire affaire avec vous, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Dans le fond, on a ouvert sur notre site, donc le site web de la CCIVR, on a ouvert un onglet développement durable où il y a un appel à participation. Il suffit qu'ils remplissent le formulaire et qu'ils déclarent leur intérêt. Et moi, je vais rentrer en contact et planifier une visite avec eux là, dans les prochains jours. Donc, d'un point de vue engagement, la première étape, c'est simplement une visite avec vous où est-ce que vous allez évaluer leurs différents besoins puis les enjeux. C'est bien ça? Oui, parce que étant donné que l'article à usage unique, c'est du cas par cas, prenons un commerce, une boulangerie par exemple, ils n'auront pas la même utilisation en article à usage unique qu'un resto à table. Fait que là, c'est vraiment aller m'enquérir sur place de leur situation. C'est quoi que eux ils vivent, c'est quoi qu'ils font, vraiment avoir le portrait le plus fidèle de leur situation à eux pour pouvoir leur donner aussi une solution personnalisée. Fait que la première visite, c'est ça. On fait un survol. Et après que j'ai des idées claires, là, je vais leur proposer une solution qui va avec leur situation. C'est un peu comme un diagnostic. Puis ensuite, c'est à eux de mettre en place les différentes actions. Est-ce que, puis il n'y a pas d'obligation. Donc, un commerce pourrait dire, oui, parfait, on se rencontre, vous faites vos suggestions. OK, je suis à l'aise avec ceci, ceci un peu moins. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça peut fonctionner? C'est un peu comme ça. C'est juste qu'il y a quand même... Pour ceux qui veulent participer après cette rencontre, on demande quand même un engagement minimum là, qui est de sensibiliser la clientèle au fait qu'ils peuvent eux-mêmes amener leur contenant quand ils vont au restaurant, par exemple. Donc, c'est ça l'engagement minimal, c'est que le commerce accepte de sensibiliser la clientèle sur les contenants réutilisables. Comme, vous pouvez venir avec votre contenant, on accepte les pailles, ce genre d'approche-là. Mais pour le reste, c'est vraiment du cas par cas, en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et puis, effectivement, s'ils ne sont pas prêts ou s'ils veulent mettre plus tard, mais ils ont déjà un rapport avec toutes les informations s'ils veulent se lancer. Oui, totalement. Puis parallèlement, la CCVR va lancer une campagne d'affichage. Il va également y avoir une série télévisée qui va s'appeler Pour un virage vert, qui va être produite en collaboration avec TVR9. Et à quoi peut-on s'attendre pour cette série télé? Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment... Ça va présenter des organisations de la région et de différents types de secteurs d'activité. Fait qu'on aura autant le commerce des détails que les restaurants, que les organismes municipaux, que des CPE, vraiment toute une grosse brochette qui vont nous présenter, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en interne pour pouvoir inciter d'autres entrepreneurs et montrer que ce n'est pas une affaire d'une seule entreprise, mais que c'est une affaire de tous. Et qu'importe le type d'entreprise qu'on est, on peut mettre quelque chose en place pour que les choses changent et pour protéger notre environnement qui nous accueille. En fait. Oui, donc définitivement du contenu qui va en inspirer plus d'un et qui va peut-être amener certaines personnes à entrer en contact avec vous ou encore à débuter là, cette transition-là vers l'économie durable. Et donc, un projet qui verra le jour dès mai 2024, ça s'en vient vite. Oui, ça s'en vient vraiment vite. Donc, on est super prêts, là. On a déjà tous nos entrepreneurs. On a déjà 8 sujets d'actualité très, très pertinents. Et puis, j'espère que les gens vont apprécier. Définitivement. Je suis certaine que les gens vont être au rendez-vous. C'est un sujet tellement d'actualité présentement. Merci, Madame Zamba. Merci beaucoup.
Nous sommes en compagnie de Mme Théwis, co-directrice générale aux sources du bassin de Chambly. Bonjour, Mme Théwis. Bonjour. Vous êtes venue aujourd'hui pour nous parler de la première pelletée de terre pour le nouveau agrandissement du centre. Exactement, une très belle nouvelle. Donc, une belle nouvelle, ça a bien été. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens? Très bien, donc on a fait ça le 25 mars. Il y avait énormément de personnes pour une pelletée de terre, c'est rare. Donc on avait les dignitaires, on avait le ministre Roberge, les maires, la mairesse et le maire de Carignan et Chambly, le représentant de M. Blanchet. Enfin, on a eu vraiment beaucoup de monde, des commerçants, beaucoup, des bénévoles, tous les employés étaient là, des amis. Donc une très grosse pelletée de terre qui, à la base, c'est rapide, mais nous, ça nous a duré 2 heures. Mais il faut dire que c'est un projet vraiment intéressant. C'est un agrandissement qui était nécessaire aussi. Oui, donc on va faire un très bel agrandissement sur notre propre terrain. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et on va pouvoir agrandir le bâtiment existant à l'intérieur. En fait, on va pousser les murs pour agrandir la friperie. Donc 2 volets qui sont très, très liés et qui sont très, très, très importants. Oui, parce qu'il faut dire que la friperie aide beaucoup pour la banque, supporte la banque alimentaire de plusieurs façons, en fait. Oui. Donc, l'agrandissement de la friperie et la banque alimentaire, ça venait un peu faire un certain lien entre les deux. Là. Mais c'est un lien indispensable. De 80% de notre revenu, c'est la friperie. Grâce à ça, on peut subvenir aux besoins de la mission. Donc, c'est vraiment indispensable qu'on agrandisse et qu'on fasse les deux ensemble. C'est vraiment quelque chose de très important. Ça a été quoi les enjeux qui ont mené à cet agrandissement-là? Parce qu'il y a quelques années, il n'était pas question d'agrandissement nécessairement, mais là, il y a eu une espèce d'engouement nécessaire. Oui, parce qu'on n'a pas de place. Donc, on est toutes centralisées au même endroit. On a de plus en plus de familles qui ont besoin de nos services. Et on se retrouve complètement coincés entre nos murs avec beaucoup de dons, heureusement, mais aussi beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont besoin de nous. Donc, on est vraiment trop exigu. Donc, problème de sécurité pour nos bénévoles au travail, problème aussi de dignité quand même, parce que c'est difficile de les recevoir correctement dans des locaux trop petits. Problème de sécurité aussi pour nos employés. Donc, on a pris cette décision et c'est vraiment un aboutissement pour nous, vraiment. Oui, parce que l'agrandissement que vous allez faire va suivre toutes les normes, évidemment, de construction, Mais avec oui. un entrepreneur SVG, très intéressant. Oui, vraiment, qui ont tout compris au concept et qui sont extrêmement compétents et qui nous accompagnent vraiment bien. Et vous desservez quel territoire? Vous parlez de beaucoup de familles de Chambly-Carignan. Chambly-Carignan. Oui, les deux territoires. Donc, l'agrandissement va servir à toutes ces nombreuses familles-là. Oui. Et en superficie, là, ça donne quoi visuellement? Pour le pavillon alimentaire, c'est 5000 pieds carrés, Okay. qui va abriter donc tout notre stock de nourriture, etc. On va pouvoir faire notre guignolé là, nos paniers de Noël. On va avoir l'épicerie économique qui va s'agrandir aussi là. On va avoir une salle multifonctionnelle et on va gagner 1700 pieds carrés pour la friperie. Et vous avez pris la peine de consulter vos bénévoles pour, une fois installés, s'ils ont des idées de comment, ergonomiquement parlant, Exactement. comment le tout va pouvoir se procéder. Les bénévoles et les employés ont travaillé là-dessus. On leur a demandé leur avis à chacun, de savoir qu'est-ce qui était le mieux pour eux, à leur avis. Donc, on va continuer à travailler avec eux dans cette voie-là. Et l'agrandissement, comme vous disiez, est juste à côté. Donc, il n'y a pas de changement d'adresse. Non. C'est vraiment sur notre terrain. On avait un grand terrain et on va l'exploiter un maximum. Et donc, c'est vraiment à côté. Ça va rester la même adresse. Et esthétiquement parlant, est-ce que vous avez le droit de choisir un peu avec la ville, évidemment, les normes de construction et tout? Est-ce que vous avez le droit de choisir un peu l'apparence extérieure? Oui, on a travaillé fort avec la ville qui nous ont donné leur accord sur tous les points, en fait. Donc, ça va vraiment changer le visage de Aux Sources. Ça va être très, très beau. Même le bâtiment existant va être rénové. Donc, les 2 bâtiments vont être magnifiques. Ça va donner un bel aspect à l'avenue Bourgogne. Oui, on est très fiers. Ça, certainement. Oui. Et les bénéficiaires vont pouvoir en profiter aussi, parce que, comme vous disiez, il y a la friperie, il y a le dépannage alimentaire, mais il y a évidemment la guignolée et toutes les activités à venir. Exactement. J'imagine que cette année, allez-vous quand même faire vos activités bénéfices, malgré les agrandissements et tout? Mais oui, on va continuer. Puis notre guignolée, on y tient vraiment très fort. Nos paniers de Noël aussi, on va vraiment continuer dans cette voie-là et on voudrait que ça se passe chez nous cette année et plus devoir chercher des locaux à droite à gauche pour pouvoir faire tout ça. Parce que l'inauguration est prévue quelle date? Et on croise les doigts en octobre. En octobre, oui, donc, on juste espère. à temps pour la guignolée, évidemment, des médias et toutes les autres. Exactement, c'est vraiment ce qu'on se fixe. Et une fois que vous allez être en place dans vos locaux, est-ce que vous allez l'annoncer, évidemment, sur les réseaux sociaux? Allez-vous faire de la promotion de vos nouveaux locaux pour attirer plus de familles? Parce qu'il y a des familles qui ne font pas nécessairement encore affaire avec vous, mais avec le nouveau emplacement, bien, juste à côté,
ça peut attirer l'œil, ça peut inviter des Oui, familles. mais c'est surtout qu'on va vraiment permettre à ce que les gens suivent toute notre construction. Et puis, évidemment, on va avoir l'inauguration et on va promouvoir ça sans problème. Mais nous serons présents le jour de l'inauguration. Je l'espère. Fort probablement, et on va pouvoir continuer d'en discuter avec nos téléspectateurs pour faire un suivi sur le dossier. Merci beaucoup d'être passé à notre Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Au revoir. Après la pause, on s'est rendu à Mont-Saint-Hilaire pour discuter avec Mme Brigitte Caron de l'Association de Ringuette Vallée du Richelieu pour parler de ce sport qui est encore trop méconnu. On se trouve présentement au complexe sportif Mont-Saint-Hilaire où se déroule le tournoi provincial de Ringuette, le dernier tournoi de la saison. Et on va aller discuter avec des joueuses qui sont vraiment passionnées par ce sport encore trop peu méconnu. On va également discuter avec Mme Brigitte Caron, qui est la présidente de la Ligue ici dans la vallée du Richelieu. Alors suivez-moi, on va aller voir ça. Dans le fond, moi, je faisais du patin artistique et j'ai toujours voulu faire du hockey, mais j'ai loupé les inscriptions. Puis mon père m'a montré à Ringuette, puis depuis, c'est toujours mon plus grand supporter et le sport m'a accroché. Puis, bien, c'est ça, toutes les deux, vous avez dit, vous avez accroché vraiment, c'est devenu votre passion. Qu'est-ce que vous aimez le plus du sport? Je dirais gagner, l'esprit d'équipe, mais aussi le jeu. On dirait que tu embarques sur la glace, peu importe les problèmes que tu as à l'extérieur. Moi, une fois que j'embarque sur la glace, c'est comme ça vient de ma bulle, ma zone de confort, je dirais. Fait que c'est vraiment ça, le feeling. C'est plus une manière, pas de m'exprimer, on va dire, mais de plus m'évader. À l'extérieur, il y a plein de mes soucis et autres, puis en rentrant sur la glace, il y a plus de confort qui s'installe et de manière de défouler ma rage en même temps que j'adore. C'est plus un jeu d'équipe que de partir en échappée puis aller marquer, là, c'est vraiment plus ça. On est au tournoi provincial présentement, qui est le dernier tournoi de la saison. C'est quoi l'envergure de cet événement-là? C'est un grand événement. En fait, on parle de 82 équipes, 1200 joueuses de catégorie atome, donc 10 ans, jusqu'à l'âge adulte. Fait que même des mamans participent à ce championnat-là. C'est les meilleurs de leur région qui se sont qualifiés pour être ici, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, ils aspirent à gagner les championnats. Le championnat provincial. Donc, ça a lieu ici à Saint-Hilaire. On a aussi à Belleuil. On a des activités à Saint-Hubert et à Saint-Hyacinthe. C'est un sport qui reste méconnu. Pourquoi? Pourtant, c'est, je veux dire, bien là, vous l'avez dit, là, il y en a des joueuses, il y en a des gens qui veulent participer à ça. Pourquoi c'est encore difficile là, de faire connaître ce sport-là? C'est sûr que d'emblée, c'est pas un sport qui est olympique. Donc, c'est difficile pour les gens de connaître ce sport-là. Ça ne joue pas non plus dans toutes les régions, mais on a quand même une belle présence dans la majorité des régions. On est aussi une discipline qui fait partie des Jeux du Québec. On a des beaux succès, c'est vraiment le fun. Fait que ça gagne à être connu, mais effectivement, c'est pas un sport qui est télévisé, c'est pas un sport olympique. Donc, c'est notre défi principal de le faire connaître. Moi, je viens de l'Estrie. Ça ne jouait pas en Estrie, je n'ai jamais vu ça. Donc, je suis vraiment contente d'être ici dans la vallée du Richelieu aujourd'hui puis de pouvoir vivre ce sport-là avec mes filles. C'est vraiment un beau sport qui gagne à être connu. Est-ce que vous avez vu une croissance au niveau des inscriptions, au niveau de l'engouement autour du sport? Ça, c'est une très belle nouvelle. Cette année, on a un peu plus de 6 000 joueuses, 10 d'augmentation de nos joueuses par rapport à l'année précédente. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour nos joueuses. Mais c'est vraiment du bouche à oreille. Puis je pense que ça fait boule de neige, puis les gens embarquent. Quand tu commences la ringuette, souvent, tu as la piqûre puis la passion vient avec. Fait que oui, il y a une belle progression. On espère que ça va continuer parce que c'est un beau sport féminin d'équipe. C'est vraiment beau. C'est des belles valeurs aussi qu'on montre à nos filles dans ce sport-là. Fait que c'est le fun. Vous arrivez là, à l'âge adulte bientôt. C'est quoi la suite? Une fois qu'on dépasse là, le niveau, je dirais, scolaire, là, c'est quoi les opportunités pour des joueuses de ringuette? On peut toujours aller jouer intermédiaire. Ça, tu peux partir à partir de 18 ans, mettons même 17 ans. Puis par après, comme Alice le dit, c'est la LNR. Ouais. Donc la Ligue nationale de ringuette. Puis est-ce que vous aspirez un peu à ça? Honnêtement, moi, j'espère
peut-être me rendre là parce que justement, ça, j'ai toujours dit, peu importe l'âge, même si c'est pour une ligne de garage, je vais toujours continuer à jouer parce que vu que justement, j'ai autant accroché un sport, je suis pas prête à lâcher. Fait que si je peux avoir l'opportunité de me rendre là, c'est sûr que je vais la prendre. Ah, ben on te le souhaite. Et toi, Alice? C'est sûr que depuis que je suis petite, j'espère m'y rendre. Mais encore là, ça serait un beau gros saut parce qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir et beaucoup de talent et de travail à se mettre. Qu'est-ce que vous imaginez pour le futur du sport? Parce que, bon, vous l'avez dit aussi, il y a puis en fait, les joueuses l'ont dit qu'elles aspirent à peut-être atteindre là, les plus hauts niveaux de ce sport-là. Est-ce qu'il y aurait la possibilité que ça devienne, par exemple, un sport olympique ou que ça grandisse là, à travers le monde? Il y a une possibilité, puis je pense qu'on le souhaite tous. Il y a plusieurs pays qui jouent à la ringuette. Il y a le Canada, il y a la Finlande, il y a la République tchèque, tous les pays un petit peu plus scandinaves. Donc oui, on aimerait ça. Il y a les États-Unis aussi, là. On aimerait ça. Il y a des niveaux compétitifs. Ça, il faut le savoir, la Ligue nationale de ringuette, mais aussi le régional au niveau du AA. Des fois, il va y avoir aussi des événements où on va faire des équipes 3A, par exemple pour les Jeux du Canada, etc. Donc, il y a beaucoup de potentiel. C'est ce qu'on souhaite vraiment, qu'il y ait le plus de monde qui joue à la ringuette puis que ça devienne un sport olympique. Ce serait le plus beau cadeau, je pense, qu'on pourrait avoir. Pour que tout le monde connaisse la ringuette, ce serait notre souhait, finalement. Je pense qu'il y a un engouement en ce moment, puis d'amener les jeunes filles à faire du sport, à leur dire que tout est possible, puis que il n'y a pas juste le hockey dans la vie non plus. Donc, vraiment une belle opportunité. Puis je pense qu'on l'a vu en discutant avec vos joueuses, il y a définitivement une passion. Donc, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Super, merci beaucoup. Le Centre de services scolaires des Patriotes a accueilli favorablement le programme VIP. Madame Lucie Cardinal, quel a été votre mandat dans ce programme? En fait, les ressources humaines ont eu à développer un programme d'accueil et d'intégration pour les nouveaux enseignants. Initialement, c'était vraiment pour les enseignants qui n'avaient pas le brevet, donc ceux qu'on dit non légalement qualifiés, puisqu'il y en a de plus en plus. Et en fait, on s'est rendu compte au fil du temps que notre programme s'adressait en fait à tous les nouveaux enseignants qui intègrent la profession de 0 à 5 ans d'expérience. Et ce programme-là a amené beaucoup de bons commentaires que vous avez pu recueillir. Oui, absolument. En fait, on a fait des pilotes et dans les écoles où est-ce que les pilotes ont eu lieu, ça a créé une unité dans les équipes d'enseignants. Puis aussi, ce que ça a permis, c'est que ça a permis de retenir nos bons enseignants qui voulaient continuer dans la profession. Ce qu'on a vu aussi comme changement, c'est qu'au niveau des enjeux de gestion de classe aussi, c'est de plus en plus aisé, si on peut dire, à développer nos nouveaux enseignants dans cette optique-là. Parce que la plupart des enseignants sortis d'université sont quand même sont quand même des jeunes adultes, en fait. Oui. Donc, d'entrer dans un monde avec des groupes scolaires qui peuvent parfois être avec différents enjeux, oui. Concrètement, comment le programme VIP peut les revenir en aide? Quelles sont les ressources que ça leur offre? En fait, c'est la variété des ressources, justement. C'est quand on commence, on peut arriver dans n'importe quelle classe, n'importe quel contexte, n'importe quel enjeu. On ne le prédit pas, en fait, on accepte le poste comme il est. Puis, on leur offre, en fait, une gamme très différente selon eux ce qu'ils ont besoin. On leur offre une foule de ressources qui sont disponibles dès leur embauche sur un site web, des planifications déjà faites, l'accès direct à des ressources qui ont été approuvées par des conseillers pédagogiques. Ensuite, on a créé pour eux des capsules interactives où est-ce qu'ils peuvent se pratiquer avec des interactions comme vous êtes le héros, là, des capsules de comment je peux faire pour s'il y a un élève qui interagit avec moi d'une telle façon, avec des conseils aussi, et bien sûr l'accompagnement d'un mentor. Systématiquement, ils ont un enseignant d'expérience qui sait ce qu'ils sont en train de vivre, qui sont capables de leur parler et qui sont libérés aussi, qui sont capables d'avoir le temps nécessaire pour les accompagner dans cette nouvelle profession pour eux. Donc, j'imagine que ce programme-là, étant donné les belles retombées que vous entendez dans la vie de tous les jours, j'imagine que ce programme-là pourrait prendre le large, si on peut dire, dans d'autres centres de services scolaires? Oui, absolument. On en a fait une présentation auprès de tous les centres de services scolaires qui sont membres de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Donc, c'est beaucoup de centres de services. On avait plus de 200 personnes qui ont assisté à la rencontre. Et déjà, on sait qu'il y a des centres de services qui ont commencé le processus de développement dans leur propre centre de services parce qu'ils n'ont peut-être pas le même contexte d'enseignement que nous. Puis, on sait que ça va faire des bébés, là, c'est certain, parce que c'est efficace. Ça fait vraiment une différence pour les gens quand ils intègrent l'emploi.
Est-ce que le programme pourrait être amené à être un peu dévoilé dans les cours à l'université pour les stagiaires, à prendre un peu plus d'expansion ou même pour d'autres corps de métier, dont les orthopédagogues ou autres? Oui, effectivement. En fait, on sait que ça a vraiment fait une différence, puis on veut le faire pour d'autres corps d'emploi, dont les éducatrices en service de garde. Il n'existe pas de diplôme pour devenir éducatrice en service de garde qui est accessible et qui permet d'avoir le bassin qu'on a besoin d'employés. Donc, on veut vraiment les former et leur offrir une variété d'offres de formation pour qu'ils puissent se former à l'intérieur de leur emploi. Même chose pour les secrétaires d'établissement, secrétaires d'école, les techniciens en éducation spécialisée. C'est particulier le milieu scolaire, donc on veut vraiment les accompagner pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent efficaces, parce que le syndrome d'imposteur, ça arrive à tout le monde. Oui. Puis on veut qu'ils se sentent bien et qu'ils restent avec nous. C'est de leur permettre, en fait, d'avoir un niveau d'agilité sociale d'une certaine façon. Qu'est-ce que les enseignants qui ont testé le programme vous parlez du projet pilote, c'est quoi les grandes lignes qui en ressortent, leurs commentaires personnels? Qu'ils ne se sentaient pas seuls. Ils ont pu réseauter entre eux. Les nouveaux enseignants vivent les mêmes enjeux, puis des fois, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre quelque chose. Puis le fait qu'ils puissent en parler entre eux, qu'ils puissent réseauter, il y avait des midi-causeries qui étaient organisées. Parfois, ils regardaient une capsule interactive ensemble pour pouvoir discuter de « Ah oui, moi aussi, je vis ça comme enjeu avec mes élèves. » Puis le mentor était toujours là pour les accompagner, les faire cheminer. Ça leur a permis aussi de réaliser que c'est vaste l'enseignement, que ça peut amener différents défis, puis qui ont tous des forces qui peuvent amener à l'école. Puis c'est vraiment un gros travail d'équipe. Donc, je vous souhaite vraiment que le programme puisse être appliqué à la grandeur de la province, en fait, pour nos enseignants. Et merci beaucoup d'être passée à notre studio aujourd'hui, Mme Lucie Cardinal. Très appréciée. Merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. L'équipe de TVR9 est toujours à la recherche de bénévoles, autant devant que derrière la caméra. Donc, si vous voulez vous joindre à une équipe dynamique et passionnée, c'est votre chance. Vous pouvez nous écrire à info@tvr9.com. On vous invite également à visiter tvr9endirect.com pour consulter différents reportages et des entrevues plus longues exclusives sur le web. Sur ce, bonne semaine à tous.